Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le chapitre 3 du cycle 6 sur l'analyse fréquentielle des systèmes. Ce chapitre permet de mettre en application tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent sur l'analyse fréquentielle des fonctions de transfert élémentaires. Ici on va voir comment combiner ces différentes fonctions de transfert élémentaires pour construire des lieux de transfert, de fonctions de transfert plus complexes. Voici le plan de ce chapitre. Tout d'abord, on va voir la méthodologie qui va permettre de combiner les différents diagrammes de Bode élémentaires. Et ensuite, nous mettrons ça en application sur l'exemple de la suspension de véhicules que nous avons déjà traité dans les chapitres précédents. Enfin, nous verrons d'autres types de diagrammes qui ne sont pas explicitement au programme et qui peuvent nous ouvrir sur d'autres méthodes de caractérisation des lieux de transfert avant, bien entendu, de conclure sur ce chapitre et ce cycle. Tout d'abord, une fonction de transfert complexe est une fonction de transfert qui peut avoir une forme la plus complexe possible, sachant que on peut imaginer tout un tas de choses. On va se limiter à un cas qui nous permettra en fait d'avoir une multitude de différentes fonctions de transfert complexes qu'on pourra modéliser. C'est celle qu'on va retrouver ici. Donc c'est une fonction de transfert qui va donc relier la sortie et l'entrée. On l'explicite dans le domaine de la place. Donc voici la forme complexe qu'on pourra avoir. On s'aperçoit qu'on a donc bien une fraction rationnelle avec des fonctions de transfert qui peuvent être des produits de premier ordre ou de deuxième ordre qu'on pourra avoir au numérateur ou au dénominateur. Si on a mis ces fonctions de transfert sous forme canonique, comme c'est le cas ici, puisque à chaque fois ici, vous voyez, le terme constant est égal à 1, ça veut dire que quelque part, on a factorisé d'une part par une constante, et cet ensemble de factorisation de toutes ces fonctions de transfert nous donnera un coefficient qu'on appelle le gain statique. Et on aura aussi factorisé par P pour être sûr d'avoir des termes constants ici. Et cette factorisation, vous voyez, on la met ici au dénominateur, avec une puissance alpha qui est un entier qui peut être positif ou négatif. Et on verra que selon cet entier, on pourra caractériser différentes fonctions de transfert. On remarque qu'on a des fonctions de transfert usuelles qu'on a déjà vues dans le chapitre précédent. Ici, on retrouve un gain statique. Ici, on retrouve un intégrateur multiple ou non. Ici, on a un premier ordre, un deuxième ordre. Le n qu'on a à chaque fois, c'est le nombre de fonctions de transfert du premier ordre et du deuxième ordre qu'on a au dénominateur. Donc n1 et n2 respectivement pour les premiers et deuxième ordres du dénominateur et n3 et n4 pour ceux du numérateur. Donc à chaque fois, on a des constantes qui sont associées, qui sont supposées différentes pour chaque fonction de transfert élémentaire. Et donc l'idée, c'est de savoir comment combiner toutes ces fonctions de transfert pour arriver à une fonction de transfert globale. Ks est le gain statique de la fonction de transfert. Alpha est la classe de la fonction de transfert. Elle correspond, si alpha est strictement positif, à un nombre d'intégrations, puisque à ce moment-là, on aura la puissance de p au dénominateur. Et on se rappelle que multiplié par 1 sur p revient à intégrer. Si alpha est négatif, ça correspond au nombre de dérivations, puisqu'à ce moment-là, la puissance de p sera au numérateur. Et on a vu que multiplié par p dans le domaine de la place revient à dériver dans le domaine temporel. L'ordre de la fonction transfert, ce sera le degré du polynôme au dénominateur. On va pouvoir dissocier le cas où alpha est positif ou non. Si alpha est positif, c'est-à-dire que la classe se situe au dénominateur, à ce moment-là, il faudra l'inclure dans le calcul de l'ordre de la fonction transfert. Et en fait, cet ordre sera la somme de n1 plus 2n2 plus alpha. n1, c'est le nombre de premier ordre. n2, c'est le nombre de deuxième ordre. Il faut donc bien multiplier par 2 pour avoir la somme des degrés complets des deuxième ordre. Et alpha, c'est donc la classe. Si alpha est négatif, ça veut dire qu'on a des dérivations, donc on a une puissance de p au numérateur. Et à ce moment-là, l'ordre de la fonction transfert, c'est n1 plus 2n2. Donc n1, c'est le nombre de fonctions transfert du premier ordre, et n2, c'est le nombre de fonctions transfert du second ordre à pôle complexe. Alors pourquoi à pôle complexe? Puisque si on a des deuxième ordre à pôle réel, ça veut dire qu'on pourra les factoriser comme le produit de deux premiers ordres, et à ce moment-là, dans la décomposition qu'on a ici, les pôles réels se retrouvent de ce côté-ci. Donc là, les deuxièmes ordres qu'on retrouve là, ce sont uniquement des deuxièmes ordres à pôle complexe. Maintenant, nous allons voir la méthodologie pour tracer les fonctions de transfert complexes. Comment combiner les fonctions de transfert élémentaires. Dans un premier temps, il faut donc mettre sous forme canonique la fonction de transfert donnée comme précisé dans l'équation 1. Ensuite, il faut identifier les fonctions de transfert élémentaires, intégrateur, premier ordre, deuxième ordre. Ensuite, il faut calculer les pulsations caractéristiques, cassure ou coupure. Pour les premiers ordres, ce sont les inverses des constantes de temps, et pour les deuxièmes ordres, ce sont les pulsations propres. Et on verra que si on a des intégrateurs, il est préférable de mettre le gain statique avec l'intégrateur, et à ce moment-là, on avait vu qu'il y avait toujours une pulsation caractéristique pour un intégrateur, qui est par exemple la pulsation de gain nul, qui correspond au gain statique de l'intégrateur. Ensuite, ces différentes pulsations caractéristiques, il va falloir les classer dans l'ordre croissant. Et puis on va construire le tableau à partir de ces ordres croissants en précisant des intervalles entre chacune de ces pulsations caractéristiques.
On va mettre en application cette méthodologie sur la fonction transfert qui permet d'illustrer le cours. Je vous rappelle celle qu'on avait obtenue, elle résulte d'un principe fondamental de la dynamique. On la met sous forme canonique et on obtient cette fonction-là, transfert, en remplaçant P par J oméga. La décomposition proposée est la suivante. Au numérateur, on a un premier ordre, donc on peut poser une première fonction transfert qui correspond à ce premier ordre, et au dénominateur, on a un deuxième ordre. Donc on peut naturellement décomposer cette fonction transfert globale comme ces deux fonctions transfert élémentaires. Je vous rappelle les différentes constantes qui permettent justement d'avoir les constantes de forme canonique et donc d'utiliser ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Maintenant, reste à déterminer les pulsations caractéristiques et les classer dans l'ordre croissant. Alors pour ce faire, on va d'abord commencer par traiter le cas d'un premier ordre au numérateur. Puisqu'on a vu dans le chapitre précédent le premier ordre de dénominateur, il faut quand même légitimement se poser la question de savoir qu'est-ce qui sera différent. On peut intuiter le comportement de cette fonction transfert-là, mais c'est quand même bien de le rappeler. Donc cette fonction transfert, c'est un premier ordre au numérateur, avec une constante de temps égale à 0,01 seconde. Si on exprime le gain en décibels, on vous rappelle que c'est 20 log du module de la fonction transfert lorsqu'on remplace P par J oméga. Donc voici l'expression qu'on obtient. On s'aperçoit que c'est exactement la même expression qu'on obtenait pour un premier ordre classique au dénominateur, au signe près. Dans le chapitre précédent, on avait un moins ici. Donc ce qui va changer, c'est pas grand-chose. C'est le fait qu'on aura toujours une branche asymptotique horizontale jusqu'à oméga égale 1 sur tau. Alors ici, elle va être égale à 0 puisque le gain statique est égal à 1. Et on aura une branche asymptotique oblique, mais cette fois-ci avec une pente de plus 20 décibels par décade, contrairement à ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent où c'était moins 20 décibels par décade, et qui va couper l'axe des abscisses, c'est-à-dire la branche horizontale asymptotique, en oméga égale 1 sur tau. Pour la phase, on remarque qu'on obtient exactement la même expression que dans le chapitre précédent au signe près. On peut donc avoir les mêmes conclusions au signe près. On aura une branche horizontale asymptotique pour les basses pulsations et une branche asymptotique égale à 90 degrés pour les hautes fréquences. On peut donc réaliser ce tracé sur le diagramme de bord vierge qui vous est donné sur le poly du cours. Il faut donc placer la pulsation caractéristique 1 sur tau. Ici, tau est égal à 10-2, donc 1 sur tau sera égal à 10 puissance 2. Donc ici à 100. Et donc on aura les deux branches asymptotiques, la branche horizontale passant par 0 et la branche oblique de plus 20 décibels par décade. Et ici on a plus 20, une décade. Voilà, donc on obtient exactement ce tracé-là pour le diagramme en gain. Pour le diagramme en phase, on va donc casser également en 100 et on va passer de 0 à 90 degrés avec deux branches asymptotiques horizontales. Voilà si on trace ce diagramme de Bode sur un même diagramme de Bode complet, gain et phase. Maintenant, on va exprimer les différentes pulsations de cassure ou les pulsations caractéristiques. Donc ici, pour la fonction transfert H1, on a oméga 1. Et pour la fonction transfert H2, on a oméga 2. Moi, je vous conseille d'utiliser ces notations, c'est-à-dire d'utiliser un indice pour les fonctions transfert élémentaires et garder ce même indice pour les pulsations caractéristiques. Généralement, on aura toujours une pulsation caractéristique pour chaque fonction transfert élémentaire. Donc 1 sur tau parce que c'est un premier ordre, et oméga 0 parce que c'est un deuxième ordre. Et oméga 0, c'est bien la pulsation propre, qui est aussi la pulsation de cassure pour un deuxième ordre. Si on fait les applications numériques, donc on trouvait bien 100, parce que ça on a fait le calcul juste avant, et puis on vous donnait oméga 0 dans l'énoncé 28,3. Donc si on les classe dans l'ordre croissant, c'est bien oméga 2 qui est inférieur à oméga 1. Maintenant, pour obtenir le tracé de Bode complet à partir du tracé de Bode élémentaire, on va utiliser en fait un tableau de variation. Et sur ce tableau de variation, on va mettre en place les différents intervalles qui sont définis par ces pulsations caractéristiques, sachant qu'on va partir de 0 à plus l'infini. Donc on aura trois intervalles, puisqu'on aura un intervalle de 0 à oméga 2, un intervalle de oméga 2 à oméga 1, et un intervalle de oméga 1 à plus infini. Ça va nous permettre de savoir en fait la taille de notre tableau. Donc voici le tableau que je propose. Alors dans ce tableau, voilà, il faut commencer à savoir combien on aura de colonnes et combien on aura de lignes. Alors déjà pour les lignes, c'est assez simple. Finalement, on a autant de lignes qu'on a de fonctions transfert élémentaires. Donc on a H1, H2, et on en rajoute une pour avoir la fonction transfert globale. Donc on aura 3 lignes. À cela s'ajoutent 2 lignes pour pouvoir préciser ce qu'on va tracer. Donc voilà, ça nous fait bien 5 lignes ici. Ensuite, pour les colonnes, en plus de la première colonne qui permet de savoir ce qu'on va tracer dans le reste du tableau, le nombre de colonnes dépend clairement du nombre d'intervalles qu'on va avoir. Ici, on a dit qu'on allait avoir 3 intervalles, 0 oméga 2, oméga 2 oméga 1, oméga 1 plus infini. Sur chaque intervalle, on aura 2 colonnes pour caractériser le gain et la phase. Donc ça nous fait 6 colonnes. Et à cela s'ajoute en fait une colonne à chaque jonction d'intervalle. Donc finalement, on aura donc bien ici 8 colonnes.
Je précise que sur ce tableau, on va caractériser uniquement le diagramme asymptotique. Et alors, ce qui va nous intéresser sur les intervalles, ce sont les variations en gain, puisque c'est ce qui est précisé ici, en décibels par décade. Et en phase, étant donné qu'on sait que les phases seront toujours constantes, on va donner la valeur de la phase. C'est pour ça que c'est important ici de rajouter les colonnes en oméga 2, oméga 1, puisque sur chaque intervalle, on va connaître uniquement les pentes. Il est important de connaître les points de passage pour tracer une droite ou un segment oblique. Il faut connaître soit 2 points, soit un point et une pente. Donc là, c'est les points qui vont nous permettre de tracer ces droites. C'est ce qu'on va préciser ici. Donc là, ce ne sont pas des pentes, mais ce sont les valeurs prises par les tracés asymptotiques élémentaires en oméga 2, oméga 1. On verra que parfois, ce n'est pas forcément évident d'obtenir les valeurs du gain en oméga 2, oméga 1. Et on verra qu'on aura une astuce justement pour s'en affranchir parce qu'on n'en aura pas forcément besoin. On va donc commencer par caractériser la première fonction transfert. Là, il faut avoir en tête le tracé qu'on a fait précédemment. On se souvient qu'en gain, on avait une pente nulle jusqu'à la pulsation caractéristique oméga 1. Donc là, on va avoir une pente nulle jusqu'à oméga 1. Et après, on a une pente de plus 20 décibels par décade. Et on sait que le diagramme asymptotique en gain, on le retrouve ici. On a bien donc une pente nulle jusqu'à oméga 1. Et ensuite, on a une pente de plus 20 décibels par décade. Et on sait qu'ici, on va passer par 0. Donc le point qu'on va mettre à l'intersection, à la jonction des intervalles, en oméga 1, c'est le point qu'on va mettre là. Voici donc la première ligne qu'on obtient. Donc ça, c'est bien les points de passage sur le tracé asymptotique. Pour la deuxième fonction transfert, on va faire le même raisonnement. Il faut se souvenir du comportement d'un deuxième ordre. Avant la pulsation de cassure, on aura une pente nulle. Et après la pulsation de cassure, on aura une pente de moins 40 décibels par décade. Et on sait qu'en la pulsation de cassure, le diagramme asymptotique va passer par 0. Donc voici ce qu'on obtient. En phase, je vais préciser aussi ce qui se passe pour le premier ordre. On avait une phase nulle à chaque fois avant la pulsation de cassure, puis une phase de plus 90 degrés. Pour le deuxième ordre, on avait une phase nulle jusqu'à la pulsation de cassure et ensuite une phase de moins 180 degrés. Ici, j'attire votre attention sur le continuité. Étant donné qu'on aura la même pente de chaque côté, par continuité, on pourra obtenir le tracé complet. On n'a pas besoin forcément de calculer ce point-là. Il faut au moins avoir un point de passage sur une ligne pour chaque fonction de transfert élémentaire. Il nous reste simplement à sommer chacune des colonnes pour obtenir la dernière ligne. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, on fait la somme à chaque fois. Ça paraît assez évident. Pour continuité, quand on somme continuité par 0, ça veut dire qu'on somme une valeur qu'on n'a pas déterminée mais dont on n'a pas besoin à 0 et on obtient bien cette même valeur. Donc on note continuité. Ce qu'il est important de vérifier ici, c'est qu'on a au moins un point de passage. On peut avoir continuité, il ne faut pas avoir des continuités partout, mais au moins un point de passage qu'on connaît. Et ensuite, on va pouvoir tracer le diagramme de Bode, ici, par continuité, en partant par ici. Donc le mieux, c'est de partir du point de passage qu'on connaît. Donc c'est-à-dire qu'il faut partir de oméga 2. En oméga 2, on va poser 0. En gain, de part et d'autre, de oméga 2, on aura une pente nulle à gauche et une pente de moins 40 décibels par décade. Et ensuite, donc de moins 40 décibels par décade, on va arriver jusqu'à oméga 1. Et ensuite, on aura une pente de moins 20. Donc par continuité, on sait qu'on va partir de ce point-là qu'on aura obtenu par prolongement de la pente qu'on a aussi, et on va partir avec moins 20. Je vais illustrer tout de suite ça sur le diagramme de Bode qui suit. Donc on a dit qu'il fallait partir jusqu'à oméga 2, donc oméga 2 qui est égal à 28. Il faut donc le placer, il est ici. Donc on sait que de part et d'autre de oméga 2, on avait une pente nulle et une pente de moins 40 décibels par décade. Et ensuite, on va prolonger le trait de moins 40 décibels par décade jusque-là. Cette valeur-là, on n'a pas besoin de la calculer. On pourrait la calculer, on pourrait la mesurer, mais finalement, on sait qu'à partir de là, on aura une continuité. On va partir avec une pente de moins 20. Voilà, donc le tableau me permet de savoir dans quel sens je vais pouvoir construire ce diagramme de Bode. Ici, je vous ai mis pour information l'allure du diagramme réel, sachant que voilà, pour la déterminer, il faudra bien sûr calculer différents points caractéristiques. Ici, vous voyez, on a une résonance. Ça pourrait être intéressant de la caractériser. Pour la phase, il suffit de lire le tableau et voilà ce qu'on obtient. Donc on a une phase nulle, une phase à moins 180 degrés entre oméga 2 et oméga 1, puis une phase à moins 90 degrés au-delà de oméga 1. Bien, donc on a tracé le diagramme de Bode de la suspension automobile sur un exemple. Ensuite, là, on peut essayer de faire varier les différentes valeurs du coefficient d'amortissement pour voir ce que ça peut changer. Donc on remarque, voilà, on obtient ce réseau de courbes qui permettrait éventuellement de régler le système pour éviter la résonance. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce tracé-là? Pour des pulsations faibles, donc le gain en décibels est proche de 0, le gain est proche de 1. Donc l'amplitude du signal de sortie est similaire à celle d'entrée. La phase est nulle, ça veut dire qu'on n'a pas ou peu de retard de l'entrée par rapport à la sortie.
Pour les pulsations proches d'oméga 0 ou d'oméga R, on a une résonance dès lors que le coefficient d'amortissement est inférieur à racine de 2 sur 2. Et dans ce cas-là, la pulsation de résonance est très proche de la pulsation propre. On aura donc un gain en décibels qui est grand, qui est plus grand que 1, donc ça veut dire qu'on aura une amplification de la sortie par rapport à l'entrée. Et on a un déphasage qui est égal à moins 90 degrés, ce qui correspond à peu près à un quart d'une période. Et pour les pulsations élevées, le gain va diminuer fortement, il est négatif. Ça veut dire que le gain est inférieur à 1, et donc l'amplitude du signal de sortie est très faible de l'amplitude du signal d'entrée. Et là, on tend vers une phase égale à moins 90 degrés, ce qui va aussi correspondre à un retard de l'ordre du quart d'une période. On peut se ramener au cas qu'on a tracé précédemment, avec un coefficient d'amortissement égal à 0,2, et pour une pulsation de 10 radians par seconde, ça veut dire qu'on se place ici sur le diagramme de Bode. Donc là, on remarque que le gain est très proche de 1, on remarque que la phase est très proche de 0. Donc si on trace sur un même graphe en temporel l'allure de l'entrée et de la sortie, on voit qu'il n'y a quasiment pas de déphasage, et puis là on note que effectivement l'amplitude de sortie est légèrement plus grande que l'amplitude d'entrée. On remarque que le gain est en décibels très légèrement supérieur à 0. Voilà ce qu'on obtient sur l'animation. Donc dans ce cas-là, on a l'impression qu'il n'y a pas de déphasage, on a l'impression que l'amplitude de sortie est la même que l'amplitude d'entrée, donc on a l'impression que le système est rigide, le ressort, la suspension est rigide. Maintenant, on va se placer autour de la pulsation de résonance. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un gain qui est plus grand que 0 et qui est même assez élevé. Donc ça veut dire qu'on aura une amplitude du signal de sortie qui sera bien plus grande que l'amplitude du signal d'entrée. Et on a une phase à peu près égale à moins 90 degrés, ce qui correspond à des phasages d'un quart de période. Donc voilà ce qu'on obtient à peu près ici. Donc là, on observe bien sur cette animation que le déplacement en sortie, c'est-à-dire le déplacement du solide bleu ici, est amplifié par rapport au déplacement d'entrée. Ensuite, on peut se placer à plus haute fréquence. Là, on s'est placé autour de 100. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le gain est très petit, égal à moins 20 décibels, donc ce qui va correspondre à une amplification de 10-20 sur 20, donc de 10-1. Donc ça veut dire que l'amplitude du signal de sortie va être égale à peu près à 1/10 de l'amplitude du signal d'entrée, et on a une déphasage égale à moins 135 degrés. Donc vous voyez qu'ici, le signal en bleu est beaucoup plus déphasé que précédemment. On s'aperçoit ici qu'on n'a quasiment pas de déplacement au niveau de l'entrée. Il existe différents autres types de lieux de transfert qu'on peut représenter. Alors ce ne sont pas explicitement au programme, donc je vous les ai juste rajoutés pour information. Tout d'abord le diagramme de Nyquist. L'idée c'est de représenter dans le plan complexe une fonction de transfert, puisque dans le plan complexe on pourra facilement avoir le gain et la phase, puisque là le gain c'est le module d'un complexe et la phase c'est son argument. Donc on sait dans le plan complexe comment les obtenir. Donc on va tracer la partie imaginaire en ordonnée en fonction de la partie réelle, en abscisse de la fonction de transfert lorsqu'on remplace P par J oméga. Et on obtiendra une courbe paramétrée en fonction d'oméga. Pour information, voici les différents diagrammes de Nyquist correspondant aux différents diagrammes de Bode tracés précédemment en faisant varier xi pour la suspension. Donc la courbe paramétrée se lit dans ce sens-là. Lorsque oméga croît, en fait, on va faire diminuer la phase. Ça veut dire qu'on va tourner dans le sens horaire. Pour mesurer la phase, par exemple en un point donné, ça serait l'angle entre la droite joignant le point donné à l'origine et puis l'axe des abscisses. Le module, ce serait la distance en fait entre l'origine et n'importe quel point. Pour le diagramme de Black, c'est aussi une courbe paramétrée, mais cette fois-ci, on va tracer en ordonnée le gain en fonction de la phase. Et on obtient aussi une courbe paramétrée en fonction d'oméga. Donc voici à quoi peut ressembler le diagramme de Black pour la suspension étudiée précédemment. Alors ces deux diagrammes ne sont pas explicitement au programme, mais il peut être pratique parfois pour déterminer la stabilité des systèmes, et ça sera un outil qu'on verra peut-être plutôt en deuxième année. Pour conclure, l'analyse fréquentielle des systèmes est très importante, puisqu'elle permet de caractériser la réponse vis-à-vis d'une consigne harmonique. Pour rappel, le gain caractérise l'amplitude de la sortie par rapport à l'entrée, et on la caractérise en décibels. Elle correspond en fait à 20 log du module de la fonction transfert lorsqu'on remplace P par J oméga. La phase va permettre de caractériser le retard de la sortie par l'entrée. Et c'est l'argument de la fonction transfert lorsqu'on remplace P par J oméga. Alors les différentes perspectives à cette étude, ce sont ce qu'on appelle les analyses modales pour la conception des systèmes mécaniques. Ici, ça peut être illustré par ce qu'on va avoir ici. Là, vous voyez, vous avez une illustration d'un bogie de train avec une analyse modale. En fait, l'idée, c'est de trouver quelles sont les pulsations éventuelles qui peuvent conduire à la résonance. Là, on a besoin d'outils numériques pour être sûr qu'en fait, ce système-là ne va pas entrer en résonance.
pour des pulsations caractéristiques d'utilisation. Ça peut être aussi utilisé dans le génie civil, vérifier qu'un système va résister à des ondes sismiques qui peuvent être caractérisées par certaines fréquences. Il faut que dans le génie civil, les bâtiments ne rentrent pas en résonance pour des pulsations caractéristiques des séismes. Et puis un exemple aussi assez connu, c'est le pont du Tacoma, qui est un pont qui est rentré en résonance sous l'effet du vent, puisqu'il n'avait pas été dimensionné pour que sa résonance ne corresponde pas à une pulsation caractéristique de vibration du pont, et ça a conduit à sa ruine. Je vous remercie pour votre attention, et je vous conseille de mettre en application ce chapitre sur les différents TD.